Donc, je vous propose de commencer. Il est exactement 9h16, donc nous avons 1 minute de retard. Donc, bienvenue au mercredi des bonnes pratiques du GEPSO. Donc, je m'appelle Frédéric Payette, je suis directeur territorial à l'EPNAC et c'est moi qui vais m'improviser donc animateur de ce webinaire flash. Alors, je dis bien flash parce qu'il va durer exactement 45 minutes, pas une de plus. Donc, à 10h, on arrête tout. Donc, ce webinaire flash, il consiste en quoi? Donc, il consiste en l'intervention de 3 témoins qui sont ici présents. Ils vont se présenter dans un instant. L'objectif est de partager des outils, des expériences, des solutions, des pratiques innovantes, en fait, sur des thématiques donc annoncées. Et la thématique qui suscite apparemment beaucoup d'intérêt, puisque nous avons quelques participants, de ce mercredi des bonnes pratiques est aujourd'hui donc amour et sexualité ou vie affective et sexuelle. Donc pour cela, nous avons 3 témoins qui vont se présenter. Donc je vais les citer par établissement et puis je vous propose de vous donner la parole pour que vous vous présentiez rapidement. Donc on va commencer peut-être par l'EPAC, donc qui est situé en Seine-Maritime, en Normandie. Donc je vous laisse vous présenter. Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Et qui est accompagné de… C'est qui moi? Hein? Je suis qui moi? Je suis qui moi? Non, moi. C'est qui? Leïla. Voilà. Voilà. Merci. Ensuite, on a le PCNPH, donc, qui est situé dans les Deux-Sèvres, donc en Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous laisser vous présenter. Moi, je me présente, c'est Anne. Moi, je me présente, c'est Jérémy. Et donc, moi, je suis Maude. Bonjour. 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 Et donc, le CCAS d'Yvetot, donc situé en Seine-Maritime, toujours en Normandie. Bonjour, je me présente, je m'appelle Erwan. Bonjour. 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 Donc, pour commencer, merci à vous d'avoir accepté de partager vos expériences, vos outils, puisqu'on va parler à la fois d'approche institutionnelle avec la notion de référent VIA-SSP, j'espère que je n'écorche pas. On va parler de guide, je n'en dis pas plus, et on va parler donc d'ateliers hebdomadaires, donc sur des sessions semestrielles, donc autant d'initiatives développées en établissement qui sont intéressantes à partager. Alors un petit mot sur le thème avant que je commence à vous questionner. Donc le thème amour et sexualité, je vais plutôt l'aborder sous le générique vie affective et sexuelle. Donc un thème qui, on va dire, en termes juridiques pour nos établissements médico-sociaux, peuvent avoir 2 angles, enfin 2 appuis, 2 outils. Hein. Un premier, c'est une circulaire de la DGCS qui date de 2021 maintenant. Et un deuxième, c'est une recommandation de bonne pratique de la HAS qui date de mai 2022, donc un peu plus récent. Et en fait, qui pose cette question, cette thématique sous l'angle de 3 grandes questions. La première, c'est promouvoir l'accès de chacun à une vie affective et sexuelle en tant que droit fondamental. Ça, c'est la première des choses. La deuxième question, c'est comment mieux protéger les plus vulnérables des violences sexuelles, qui est une thématique forte. Et une troisième question qui est en filigrane, qui est la question du consentement. Alors, autant chez les professionnels que chez les personnes concernées, accompagnées, ça soulève beaucoup de sujets, de débats, de questionnements, vient questionner un système de valeurs, d'éthique. Et donc les établissements aujourd'hui se posent vraiment beaucoup de questions, comment aborder donc ces thématiques-là. Alors une première question que je voulais vous poser, alors j'ai pas défini d'ordre précis, donc je vais vous donner la parole comme ça. C'est finalement ces questions qui peuvent se poser sur cette thématique-là. Comment vous les êtes posées, vous, dans vos établissements, à la fois les personnes, à la fois les professionnels? Qu'est-ce qui a fait que vous avez abordé ce sujet-là à l'EPCNPH, par exemple?
Alors, nous, ça a été, c'est les personnes, enfin certaines personnes qu'on accompagne qui se posaient des questions sur leur vie affective et sexuelle. Et c'est aussi un lien avec une formation qui a été proposée par le planning familial 79 sur cette thématique-là. Et puis voilà, les professionnels intéressés par cette thématique s'y ont inscrit. Et de là, on a construit un groupe, enfin des groupes de parole autour de 5 sujets. Vous voulez qu'on vous les nomme, les sujets? Pas tout de suite, pas tout de suite. Du coup, alors, je me rappelle quand on avait échangé en préparation, vous avez parlé de sujets tabous pour les pros. Donc, certains professionnels voyaient ça vraiment comme un tabou, en fait, c'est ça? Peut-être que certains professionnels ne sont pas à l'aise avec plutôt avec cette question et que ça peut devenir vite. Enfin, si on n'est pas à l'aise avec cette thématique-là, ça peut devenir tabou. Et peut-être que parler de sexualité avec des personnes en situation de handicap. Peut-être que pour certaines, on ne voit pas le sens que ces personnes aient une sexualité. Donc, nous, on est quand même parti de la loi sur l'égalité des droits et des chances, hein, avec toute personne en situation de handicap a droit à une vie privée, une vie intime, affective et sexuelle. On est vraiment libre et épanoui. On est vraiment parti de cette loi. La question du droit fondamental. Et au niveau du CCAS, donc je peux poser la question à Erwan, hein, qui était en couple, hein, c'est ça? Oui, exact. Qu'est-ce qui a fait en fait que vous avez été intéressé par cette question? Quelle question vous êtes posée finalement avant de participer Bah, pour moi, j'ai réduit, non, j'apprends. En quoi tu avais besoin d'un accompagnement dans ta vie de couple? Est-ce qu'il y avait des questions que tu te C'est posais? pour Est-ce que- apprendre. vous ne saviez pas vraiment comment faire? C'était quoi la question? Qu'est-ce qui vous... Je savais pas comment on fait, quoi D'accord. faire Et puis donc après, vous avez participé aux ateliers avec Leïla, c'est ça? avec Laïla, la Ouais, psychologue, qui ouais, est ouais. partie maintenant. D'accord. Ben, on va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant. Et j'avais une question. Excusez-moi, Erwan. J'avais une question à poser à l'EPAC parce que quand on avait échangé, vous disiez que quelque part, cette initiative est une réponse institutionnelle, finalement, pour éviter donc d'être sans cesse dans une réponse à des actes, c'est ça? Il y a eu, ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de ça. Un des premiers constats, c'était vraiment le fait que pendant des années, sur le plan institutionnel, il y a beaucoup d'établissements effectivement qui sont maintenant rattachés EPA, mais qui ne l'étaient pas à l'époque, où la politique institutionnelle était de dire que c'était de la notion de l'interdit. Donc, une tendance aussi à avoir beaucoup d'événements finalement indésirables qui pouvaient mener à des exclusions, à des ruptures de parcours. Donc là, on était vraiment dans le tabou, mais à l'échelle effectivement de l'institution. La circulaire est venue mettre un petit coup de pied quand même dans la fourmilière. Et nous, individuellement, on est 5 référentes sur l'EPA. On menait déjà depuis de nombreuses années des ateliers un peu marginaux, entre guillemets, avec nos groupes de jeunes ou d'adolescents pour essayer effectivement de répondre à ces questionnements qui sont souvent au départ, bah voilà, comment ça se passe, comment on sait qu'on est amoureux, et on est plus effectivement sur la notion affective que sexuelle à proprement parler. Et vous avez été loin. On va en parler dans un instant. Je vais revenir, on va parler un peu plus des outils maintenant qui ont été mis en place dans les structures. Je vais revenir sur le CCAS.
Erwan a parlé des ateliers de Leïla. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, à la fois Élise et Erwan, hein, sur ces ateliers? Donc Leïla qui était psychologue donc, au CCAS, donc face à ces questionnements, avait décidé de mettre en place des ateliers. Comment c'était organisé? C'était quoi exactement ces ateliers? Tu commences? Bon, ouais, je commence. En fait, cet atelier, c'était la bisexualité. La vie On sexuelle. est la bisexuelle. On était un petit groupe A. Moi, j'étais dans le A, dans le petit groupe. Puis on a commencé à parler ce sujet là, la bisexualité, comment on fait pour avoir des rapports sexuels. D'accord. Donc, vous avez abordé, c'est comment finalement on vit sa sexualité, comment on vit sa vie amoureuse, quelque part. Oui, voilà. Alors, vous disiez que vous étiez en petit groupe. Vous étiez combien? Pour dire, sans faire des bêtises, 6 ou 5. C'est environ 5-6 personnes par petit groupe, groupe A et groupe B. Groupe A et groupe B. Et vous vous voyez toutes les semaines? Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Oui. C'est-à-dire, donc, il y avait groupe A et groupe B. Donc, la semaine A, c'était le groupe A, c'était ça? Et la Oui. semaine B, c'était le groupe B. Groupe B, oui, exact. Et est-ce que vous étiez avec votre compagne dans le groupe? Non. C'était voulu par Leïla, ça? C'est vu par Laïla, oui. Donc, pourquoi vous n'étiez pas ensemble, à votre avis? Bah, je sais pas, en fait, je sais pas du tout pourquoi on n'était pas ensemble avec ma compagne. Donc, en fait, si je peux rebondir sur les propos de Erwan, notre collègue et psychologue Leïla Metnani avait mis en place donc différents groupes de vie affective et sexuelle, donc des petits groupes semaine A, semaine B, des groupes non mixtes, donc un groupe d'hommes, un groupe de femmes, avec les couples séparés pour garantir en fait une liberté d'expression de l'adulte. Parce que l'adulte peut se sentir gêné s'il est en présence de sa compagne ou de son compagnon. Il y a peut-être certains sujets où il va se freiner, peut-être certains sujets qu'il ne va pas vouloir aborder. Et pareil pour la question de genre, c'est aussi pour ça que les femmes sont restées avec les femmes et les hommes avec les hommes. C'est parce qu'au-delà de la sexualité, on pouvait aussi parler du corps humain, on pouvait parler de certaines difficultés que les femmes rencontrent ou certaines difficultés que les hommes rencontrent. Et le fait d'être entre hommes ou entre femmes, ça libérait un petit peu la parole parce qu'on a toujours certaines limites concernant notre propre corps. Les femmes pouvaient être amenées à avoir du mal à parler de leur corps de femme devant un homme qui n'a pas le même corps. Et ça permettait aussi entre elles de se rendre compte que, bah, même si elles avaient le même corps, elles n'avaient pas les mêmes difficultés. Parfois, elles avaient des difficultés similaires, donc ça libérait davantage la parole et ça créait plus d'échanges, d'avoir des groupes non mixtes et où on séparait les couples pour qu'ils puissent justement parler de leurs difficultés de couple librement. Mmh. Et alors, du coup, par rapport à ces groupes, hein, je rebondis sur donc, le PCNPH qui, à partir de ces groupes, du coup, a été jusqu'à un outil, le fameux guide. Comment est arrivé ce guide? Parlez-nous-en un petit peu. Allez, vas-y, Jérémy. Il a sa petite feuille pour Maud, ça. Jérémy et Anne. Allez, vas-y. Alors, le guide a été construit à la suite des sujets abordés lors des groupes de parole. Les sujets étaient le corps de l'homme et la femme, les relations amoureuses et les relations sexuelles, les orientations sexuelles, comment faire un bébé, comment ne pas faire de bébé, comment ne pas avoir une maladie par les relations et quelles sont ces maladies. Alors, nous, contrairement
au CCAS qui vient de s'exprimer. Nous aussi, c'était des petits groupes. Hein, on avait 8 personnes maximum. Et bien sûr, il y avait des règles qui étaient instaurées lors de ces groupes. Hein. Ce qui était dit dans le groupe restait dans le groupe. Il fallait venir à l'heure. Et quand on s'engageait sur le groupe de parole, il fallait s'engager pour toutes les séances. C'est pas un coup je viens ou je viens pas. Et on parlait de sexualité en général et pas intimement. Si des personnes avaient des questions un peu plus intimes, elles venaient nous voir vers la fin et après, on voyait comment on pouvait y répondre. Et voilà, de ces 5 séances, bien sûr, ces séances, on les a animées avec plein d'outils. On a une super mallette à outils où on a utilisé des poupées sexuées, des kits de pose de préservatifs masculins et féminins. Nous, on a aussi utilisé des silhouettes neutres pour évoquer le corps de l'homme et de la femme. Et puis, on avait un large choix on pouvait montrer toutes sortes de contraceptions qu'on avait réussi à dénicher, puisque un stérilet, c'est pas facile à récupérer. On a réussi à en récupérer un auprès d'une sage-femme. On a pas mal fouillé, on a pas mal démarché. Et voilà, on a pu aborder tous ces sujets-là avec des outils qu'on a ressortis la semaine dernière avec Jérémy, qu'on ne se souvenait plus. On a passé un bon moment et on a tout mis dans un guide. Voilà. Alors, comment vous l'avez construit ce guide? Racontez un petit peu comment il est fait. Comment on l'a construit le guide? Vous voulez savoir quoi exactement? Alors, c'est quoi son plan? Comment il est rédigé? Déjà, est-ce qu'il y a des illustrations? Il est en En falque. En falque. Il est en facile à lire et à comprendre. D'accord. Que Jérémy a validé. Il a pris les pages une par une et qu'il a validé. Oui, il y a des illustrations puisqu'on y a mis des je ne sais pas si vous voyez bien, des pictos. Hein. Tout le guide est avec des pictos. Et dans ce guide, on pourrait dire 2 mots sortent principalement. Hein, c'est le mot consentement et prévention. Et ensuite, on l'a construit en fonction des lois. Hein, les droits que toute personne, même en situation de handicap, peut avoir une vie affective et sexuelle. On y aborde la contraception, les IST, les infections sexuellement transmissibles, toutes les lois que voilà, c'est puni par la loi si on subit des agressions sexuelles. Et puis à la fin du guide, on remet toutes les annexes autour du corps de l'homme et de la femme. Qu'est-ce qu'on y met aussi? Toutes les associations qu'on peut retrouver, nous, sur le département des Deux-Sèvres, si les personnes, à un moment donné, ont besoin d'aller au planning familial, d'aller au Cégide pour les dépistages. Enfin, tout, voilà. On met tout ça dans ce guide. Et Anne, alors, vous avez joué quel rôle, vous? Alors, moi, dans le rôle transgenre. Voilà. Anne a participé à un sujet notamment qui était sur les orientations sexuelles. Ouais. Et donc, tu as abordé la transidentité. Oui, voilà. Donc, il y a un paragraphe. D'accord, vous avez animé carrément. Ah oui. D'accord. Oui. Un groupe de parole qui, du coup, il y a une trace dans le guide par rapport à ça, alors, à l'orientation. Il n'y a pas de trace dans le guide, mais là, voilà, les orientations sexuelles, telles qu'elles soient, voilà, ça fait partie d'un choix, d'un mode de vie, et on parle beaucoup de consentement et puis de prévention, mais il y a aussi un choix de respect aussi de ce fonctionnement-là. D'accord, superbe.
superbe. Ce qui me permet d'enchaîner avec la réponse institutionnelle qui a été mise en place à l'EPAC, puisqu'il y a effectivement la notion de référent. Il y a 5 référents, c'est ça? Oui. VIA-SSP, donc à l'EPAC. Donc, c'est quoi un référent VIA-SSP et comment ça s'est mis en place surtout? Alors, donc, du coup, comme je le disais, nous, individuellement, on menait déjà toutes des actions. On est de corps de métier, on est tous issus du médico-social, mais on a 2 neuropsychologues, une sur le pôle enfant, une sur le pôle adulte. On a une EJE, on a une AMP qui travaille en IEM et du coup, moi qui suis éducatrice spécialisée sur le foyer d'hébergement adulte. Donc, il y a eu un appel à candidature à l'issue de la publication de la circulaire du 5 juillet 2021. Nous avons candidaté. Normalement, c'était censé être 4 personnes, mais comme l'institution avait connaissance des actions qui étaient déjà menées, pour éviter qu'il y en ait une qui soit un peu frustrée de se dire « mince, c'était l'occasion », ils ont relevé effectivement à 5. La particularité que nous, on a choisie, c'est de pouvoir intervenir de manière transversale puisqu'on a un pôle enfant et un pôle adulte. Moi, en tant qu'éduxp du foyer d'hébergement, je peux être amenée à intervenir à l'IME ou à l'IEM, ce qui permet de croiser effectivement aussi nos regards, tout en sachant qu'on a beaucoup de jeunes qui sont encore sur le pôle enfant, mais qui sont en amendement Creton, donc qui sont adultes. Donc, ça permet effectivement d'avoir cet accompagnement-là qui est un peu plus complet. Et donc, vous avez travaillé des fiches de saisine, des procédures, oui. On a bénéficié d'une formation de 13 jours avec un organisme qui est basé du côté de Montpellier qui s'appelle Actif. On a retenu cet organisme parce qu'en fait, ils ont accepté de construire avec nous, selon nos demandes, selon nos attentes, le programme de formation, notamment en mettant un focus sur les auteurs de violences sexuelles, pour avoir effectivement les ressources nécessaires pour accompagner, puisque le lien avec ce que je disais tout à l'heure, le nombre d'événements indésirables en lien avec la vie intime, affective, sexuelle, les passages à l'acte, c'était comment on traite, qu'est-ce que c'est réellement une violence sexuelle, la notion de consentement, etc. et quel accompagnement peut être proposé pour éviter effectivement des sorties sèches, des ruptures de parcours, avec l'idée que dans le champ du handicap, l'agresseur sexuel n'est pas forcément le prédateur qu'on imagine dans une série Netflix. C'est parfois une méconnaissance de son corps, parfois une méconnaissance de l'émotion de l'autre. Et c'était effectivement pas d'atténuer ce qui vient de se passer ou ce qui a été effectué, mais bien d'accompagner pour essayer de séréniser et parfois de dédramatiser aussi certaines réactions un peu émotionnelles, notamment de la part des professionnels, en fait. Du coup, effectivement, Frédéric, vous le disiez, on a, à l'issue de notre formation, effectué un travail diagnostique avec des questionnaires à destination des personnes accompagnées, ainsi que des questionnaires à destination des professionnels, tout corps de métier confondu. Donc, en passant par la logistique, le transport, la blanchisserie, la restauration et effectivement les équipes éducatives, le CODIR. Enfin, voilà, le questionnaire était vraiment ouvert à tous les professionnels de l'établissement. Ça nous a permis de mettre en exergue un certain manquement, certaines lacunes, certaines méconnaissances. Et des thèmes de travail. Voilà, ça dégage des axes de travail. Et comme ça a été dit au tout début, la notion parfois de tabou, qui n'est pas forcément ancrée, mais qui est plus liée à une espèce de crainte de ce que peut représenter la sexualité en institution, notamment chez des personnes du coup en situation de handicap, avec la crainte toujours, est-ce que c'est vraiment consenti, est-ce que c'est vraiment voulu? Donc voilà, tout ça, c'est des axes de travail. On travaille effectivement beaucoup sur le consentement et on essaye effectivement de proposer un accompagnement qui va de l'accueil petit en IME jusque tout au long de la vie et jusqu'à la sortie en fait de l'EPA, qu'on ait 40 ans, 50 ans ou 60 ans. En parlant de ça, parce que tout à l'heure,
Maud, Jérémy et Anne y ont fait référence. Au CCS, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure. Il me semble qu'Élise, vous en aviez parlé quand on s'était vu, la fameuse charte. Parce que, comme l'expliquait Erwan, vous étiez en petit groupe C'est ça. lors des ateliers avec Leïla. Et alors, le choix de Leïla, c'était effectivement d'avoir une sorte d'homogénéité de parole dans ces petits groupes. Et pour le coup, il y avait une charte qui avait été mise en place dès le départ. Est-ce que vous pouvez parler de cette charte? Parce que c'est très important. Alors, la charte éthique qui a été mise en place pour les ateliers vie affective et sexuelle a également été faite en FALC, hein, donc en facile à lire et à comprendre, où effectivement, l'objectif étant de respecter la vie privée de chaque adulte et qu'il puisse s'exprimer librement, leur était présentée en premier lieu cette charte où Leïla leur expliquait quel était chaque objectif et ils s'engageaient à ne pas répéter ce que les autres vont dire pendant l'atelier sur la vie affective et sexuelle. Ils s'engageaient à écouter les autres lorsqu'ils parlent. Ils ne devaient pas se moquer de ce que les autres disaient et n'avaient pas le droit de crier les uns sur les autres et, comme il est expliqué plus haut, devaient s'écouter. Donc cette charte, pour être sûr qu'elle a été comprise par tout le monde, Leïla les a fait répéter la charte afin qu'elle s'ancre bien en elle. Et elle était laissée à chaque fois accrochée pour qu'ils aient bien en tête cette charte. Merci. Et du coup, je reviens sur les packs. Leïla Abachi, vous avez parlé de formation. Effectivement, c'est un gros point d'ancrage, cette histoire de formation. Je fais un saut. Du coup, je reviens sur le PCNPH, puisque vous aussi, vous êtes beaucoup appuyé sur les formations. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et je crois que cette question de formation, il ne faut vraiment pas la négliger. Ah non, il ne faut pas la négliger. Non, nous, ça a été fait par le planning familial 79 et la formatrice, en fait, qui nous a formés, avait déjà un objectif en tête, c'est qu'elle avait déjà aussi proposé des formations dans des établissements médico-sociaux, mais au sein des personnes en situation de handicap. Et l'idée, c'était de faire un peu de la paire et danse. Hein. L'idée, c'était de former des professionnels pour qu'à leur tour, ils puissent monter des ateliers. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, sur les 3 établissements là où aujourd'hui on échange, c'est qu'on est tous partis quand même de formation, de constats institutionnels. On part vraiment des mêmes idées, quoi. Et on y aborde finalement les mêmes sujets. Donc voilà, nous on est parti du planning Familia 79 et c'est la formatrice après quand on a dit que nous on était très très intéressés pour monter un groupe qui nous a accompagnés pendant quelques temps pour comment on devait aborder les sujets. Hein. Les sujets, les thématiques, c'est c'est la formatrice qui nous a dit c'est comme ça que vous devez les aborder, comment on devait animer, quel outil on devait avoir pour pouvoir animer. Et elle a même participé, donc elle était en retrait, mais au premier groupe pour qu'on puisse s'améliorer après. Ok. Alors du coup, je me permets d'aller vers des choses pratico-pratiques, concrètes qui se sont produites. Je vais revenir à l'EPAC, puisqu'il y a une visite très particulière qui a fait suite aux causeries. Non, c'est vous qui appelez ça des causeries qui ont pu être mises en place. Donc, quelle visite a eu lieu? Je trouve ça intéressant à partager. Et est-ce que vous pouvez en parler? Stéphane, d'ailleurs, je pense qu'il va pouvoir en parler également. Alors, on a bien préparé ça du coup hier, on avait un groupe de parole et Stéphane s'est essayé du coup à l'exercice de ce matin devant les autres résidents pour pouvoir permettre effectivement de bien gérer son témoignage de ce matin. Donc, il est un peu stressé, mais ça va bien se passer. Hein, Stéphane? Ça va aller. On est entre nous, Stéphane. On est entre nous. On te soutient, Stéphane. Vas-y. Voilà. Tu vois, il y a du soutien, Stéphane. On t'écoute. J'ai introduit du coup juste le propos. Effectivement, on s'est rendu compte que sur le foyer d'hébergement, il y avait certains collègues qui étaient plutôt à l'aise avec le sujet. Il y avait des actions un peu marginales qui avaient pu être menées.
Et quand on a commencé vraiment à faire revivre les groupes de parole de manière un peu plus concrète, et on a certains résidents qui ont commencé à nous dire « mais nous, on aimerait bien, il y a des salons parfois où on peut se rendre, donc le salon de l'érotisme ». Donc, une de mes collègues revient vers moi fin octobre l'année dernière et me dit « écoute, il y a le salon, il y a des résidents qui m'en parlent, c'est à Rouen. Maintenant, toi, tu es référente. Est-ce que tu penses qu'institutionnellement, ça va le faire ou est-ce que c'est complètement déconnant ?» Donc, nous, on a la chance d'avoir une pilote de projet qui est Mélinda Aubrin. Donc, je lui envoie un mail, je lui dis « écoutez, voilà, il y a ça qui émerge. On est dans la légalité. Un salon de l'érotisme, c'est légal, c'est à pignon sur rue. Donc, là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Est-ce que institutionnellement, vous nous suivez ou pas ? Ah mais oui, allez-y, foncez, vous me rédigez un projet. Ok, bon bah allons-y. Donc avec la neuropsychologue, et la collègue qui était à l'initiative de cette idée, on a proposé à tous les résidents. Donc là, c'était vraiment sur libre adhésion. Peu importe le degré de déficience, peu importe effectivement, est-ce qu'il y a un compagnon, une compagne, une vie sexuelle, une vie uniquement affective ou juste un besoin d'intimité. On a fait un groupe avec la neuropsychologue et la seule condition pour pouvoir aller au salon était effectivement de participer à ce groupe. Et à l'issue du groupe, il devait le lendemain dire oui, finalement, je vais à ce salon ou non, j'ai changé d'avis parce que je me sens trop gênée. Donc, le groupe de parole, ça a été vraiment axé sur la différence entre la pornographie et l'érotisme. Et on est vraiment reparti donc, du basique avec une vidéo YouTube sur le salon de l'érotisme à Rouen des années précédentes pour leur montrer effectivement ce qu'ils allaient voir en fait pendant ce salon, puisqu'on est quand même confronté à la nudité de certaines personnes. Il y a des accessoires sexuels. Donc voilà, il fallait quand même qu'ils soient préparés. Ça pouvait être un peu perturbant pour certains. Alors, donc, du coup, Stéphane, voilà. Comment ça s'est passé, cette visite? Racontez-nous. Qu'est-ce que tu as fait? Comment c'était? En fait, il y a une dame, elle s'est assise sur moi, m'a touché. Ouais. Ah oui, d'accord. Elle m'a fait des petites cases sur les jambes. D'accord. Ouais. Ça m'a même pas fait peur. D'accord. Est-ce que tu voudrais retourner ou pas? Ouais. Alors, Stéphane. Et qu'est-ce que ça vous a appris, Stéphane, ce salon? Non, ça ne m'a pas choqué. Est-ce que ça t'a appris des choses? Alors, ça ne vous a pas choqué, d'accord. Et est-ce que ça vous a appris des choses? Non, pas du tout. T'as rien Pas appris? du tout. Ça lui a rien appris. Tu avais déjà vu une femme nue? Mais parce que Tu avais déjà vu une sont femme bien nue? travaillé. Oui, j'en ai déjà vu une avec sur le spectacle qu'on a vu là-bas, là, avec Laïla. Vous aviez déjà vu avant une femme qui a fait le spectacle avec vous? Vous aviez déjà vu ça avant? En fait, on a passé effectivement l'après-midi sur le salon. Il y a des danseuses effectivement de lap dance, dont certaines qui ont terminé en nu intégral. Stéphane pouvait exprimer effectivement qu'il avait encore jamais vu en vrai, sauf à la télé, effectivement, le corps d'une femme complètement dénudée. Il a été approché par une stripteaseuse en fait pendant le salon qui proposait des shows privés. Restant effectivement dans la légalité, moi je me suis assurée auprès d'elle de ce qu'elle allait faire. Elle m'a expliqué qu'effectivement, si Stéphane était réceptif, elle pouvait être un peu tactile. Par contre, il ne fallait pas que Stéphane la touche. Et moi, je suis en fait effectivement restée en retrait de la cabine. C'était un pari. Hein. Je ne savais pas comment ça allait se terminer tout ça. Si les résidents allaient pouvoir effectivement gérer la charge émotionnelle que ça représentait. Stéphane était OK. On avait fait en sorte qu'il puisse avoir du budget puisque Stéphane est sous tutelle. Donc, on avait fait une demande d'argent sans forcément justifier la dépense puisque ça reste de l'ordre de sa vie privée. Du coup, il a pu effectivement profiter de ce show qui a duré une dizaine de minutes. Est-ce que tu étais content, Stéphane? Oui. J'aimerais bien le faire avec un homme. D'accord. Du coup, ça vous a posé des questions sur votre orientation aussi, sur. Oui. Vous avez dit une femme, mais pourquoi pas un homme aussi? Je pose des questions sur son orientation sexuelle. D'accord. Oui. Alors, Stéphane a apprécié effectivement ce moment au mois de novembre. Ce qui est intéressant dans son témoignage, qu'il n'arrive pas forcément à exprimer,
c'est qu'il y a un réel cheminement depuis le mois de novembre où Stéphane, sur sa sexualité, entre guillemets, et là je mets vraiment des guillemets, avait cette sexualité, disons, normée sur le plan hétérosexualité. La norme, c'est l'hétérosexualité. Il ne parlait pas forcément de ses désirs et de ses envies. Et le fait d'avoir bénéficié de ce show privé avec une femme lui permet aujourd'hui de dire clairement, la prochaine fois, moi, je veux y retourner, mais en fait, c'est par les hommes que je suis attirée. Donc, c'est hyper intéressant parce que il assume, en fait, et il est en train, effectivement, de pouvoir révéler qu'il est attiré par les hommes. Donc, ça nous permettra de mieux l'accompagner. Ah, mais il l'a très bien exprimé, je trouve. Il est attiré, mais il ne sait pas. Il l'a très bien exprimé. Je me permets du coup de rebondir sur des choses concrètes dans les autres établissements. Erwan, qui vit sa vie de couple, du coup, a des rendez-vous réguliers maintenant avec Madame, comment elle s'appelle? J'avais oublié son nom. Madame Fontaine. Non, la dame que tu vois. Au CMS. Là. La dame que tu vois au centre social. Ah oui, Madame Coton. Ah, et qu'est-ce que vous voyez avec Madame Coton? Donc, il y a vous et votre compagne, c'est ça? Il y a moi puis ma compagne, oui. Puis on parle de la vie sexuelle, la vie amoureuse, ce qu'on a déjà eu des rapports sexuels, puis moi puis ma compagne. Et on parle des attouchements, tout ça, des caresses. Donc, vous abordez vraiment beaucoup de sujets dits intimes avec cette personne. Et vous la voyez tous les combien de temps, Madame Coton, au centre social? Ça dépend. Si elle est pris, si son rendez-vous il est rempli dans l'agenda ou pas. Ça D'accord. dépend tous les 15 jours à peu près. Ah, vous la voyez souvent alors? D'accord. Et ça dépend, c'est moi qui a demandé, puis ma compagne de prendre rendez-vous avec Madame Coton. D'accord. Donc, c'était vous qui avez fait la demande, en fait, de voir Madame Coton. Qui a fait la demande. D'accord, merci de ce témoignage, Erwan. Et à l'EPCNPH, vous me disiez l'autre fois qu'un couple avait été au bout de sa démarche d'enfant. Oui, c'est ça? oui. Deux personnes donc, qui étaient déjà en couple avaient participé au premier groupe de parole et voilà, ils avaient un désir d'enfant et on a tellement bien travaillé qu'ils ont fait un bébé depuis qui a 3 ans. Donc, il faut savoir que nous, on est un établissement, on est un service d'accompagnement à la vie sociale et que chaque personne vit dans son propre logement. Donc, voilà, c'est un couple qui s'est marié. Ils ont fait les choses dans l'ordre. Ils se sont mariés d'abord et voilà, ils ont fait un bébé. Et leur petit garçon a aujourd'hui un peu plus de 3 ans. Il est scolarisé, il a une bonne petite bouille. Donc, voilà. Et puis, comme la maman prenait un traitement médicamenteux, ça a permis justement ces groupes de parole, et notamment quand on a parlé comment on fait un bébé, et ça a permis aussi de l'orienter vers son médecin par rapport à son traitement, vers la PMI, vers les bons professionnels après pour qu'ils mettent au bout leur projet. Bien. Je vois qu'il est 9h55. Peut-être que je vais me tourner vers la salle s'il y a des questions. Alors, donc je vois Lilou là apparaître. Je vois qu'il y a alors, on ne va pas pouvoir prendre beaucoup de questions. Donc, Madame Lefebvre, si vous pouvez prendre, je ne sais pas si elle peut avoir la. Bonjour. Bonjour. Alors, j'avais une question pour Leïla. Où vous expliquiez qu'il y avait des référents par site, mais en même temps très
polyvalent, multisite, vous pouviez intervenir aussi bien dans le secteur enfant-adulte. C'est une question qu'on s'est posée. Moi, je voudrais savoir si vous avez des référents par thématique, c'est-à-dire que dans toutes ces thématiques qu'on a pu aborder, le consentement, la contraception, la méconnaissance du corps, les lois, sans oublier les interactions avec la famille, je pense que c'est très important dans nos institutions et qu'il n'y ait pas une part non négligeable. Est-ce que tous vos référents sont formés à toutes ces thématiques ou pas? Alors oui, puisque du coup, les 5 personnes, on a bénéficié exactement de la même formation et en fait, on a fait le choix d'un accompagnement transversal. On est en train de finaliser notre plan d'accompagnement qui va de la petite enfance à l'âge adulte, 18 ans et plus, de manière à pouvoir tout effectivement intervenir. Après, bien évidemment qu'au quotidien, moi, les groupes de parole, je les anime avec les résidents que je côtoie au quotidien. Ma collègue de Jules Guesde le fait avec ses jeunes sur le groupe sur lequel elle travaille. À l'IEM, c'est exactement la même chose. La collègue du CESAD, pareil. Mais par contre, quand on parlait d'intervention transversale, Frédéric le rappelait au début, on a créé en fait une saisine du pôle ressources VIASP qu'on a choisi d'appeler comme ça dans notre institution. C'est une saisine, en fait, on a créé un document Word qui est accessible à tous. Une équipe peut demander une intervention auprès de l'équipe pour avoir un partage de support pédagogique. Ça peut être dans le cadre d'un événement indésirable en lien avec la VIASP où là, on intervient de manière systématique pour essayer de dégager un plan d'action. Ça peut être une demande d'intervention auprès d'une famille quand il y a un sujet qui est tabou et que les collègues ne se sentent pas en capacité de le gérer. Pour exemple, en fait, hier, on est intervenu, par exemple, sur l'IME suite à 2 jeunes qui se sont découverts, du coup, dans les toilettes avec des câlins, des bisous. Il n'y a pas de notion d'agression sexuelle, on est bien sur une relation consentie. Mais les parents de la jeune fille qui a 15 ans, elle en a parlé au domicile. La mère est scandalisée. Elle a très peur. Et donc là, on va intervenir en fait auprès de la famille pour pouvoir rassurer la maman et lui expliquer que la notion de consentement est bien travaillée avec sa fille et qu'elle sera en capacité de se protéger. Merci. Une question de Madame Barbette. Je voulais remercier pour ce retour et si vous avez des documents à partager, je suis preneuse. Avec plaisir. Je conclurai là-dessus, Madame Lefebvre. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Mathilde, je travaille en masse et j'aurais voulu savoir comment vous avez informé les tutelles ou les personnes qui accompagnent les usagers, les mandataires judiciaires potentiellement par rapport à vos actions, parce que c'est quand même quelque chose de très délicat. On a dit qu'il y avait un côté qui appartenait à la vie personnelle des personnes. Et c'est vrai que c'est un sujet d'inquiétude dans mon établissement. Je vous laisse intervenir respectivement. La question de... Alors, nous, on a pris le parti, en fait, quand on a maintenant des accueils, systématiquement, on explique qu'il y a un accompagnement à la VIASP qui est proposé, que ça reste dans la légalité, puisque c'est législativement parlant, entre guillemets, une obligation pour les institutions de le faire. Et pour ce qui concerne les tuteurs, qu'ils soient parents ou tutelles gérées par un organisme, la vie privée des personnes ne regardant que les personnes, nous n'avons pas effectivement, à partir du moment où ils sont majeurs, je précise, à les avertir. Et pour ce qui est du pôle enfant, c'est plus de la pédagogie, au même titre qu'un établissement scolaire ordinaire va proposer une éducation. C'est expliquer effectivement aux parents que ça fait aussi partie de nos missions, en fait, de se prévaloir de cette thématique. Sans rentrer dans les détails, et j'insiste là-dessus, nous, par exemple, pour tout ce type d'accompagnement sur le salon de l'érotisme, ça apparaît dans les transmissions générales qu'on a été au salon de l'érotisme. Par contre, ce qui s'est passé pendant le salon, ce dont Stéphane a pu bénéficier, ça reste de sa vie privée, ça n'apparaîtra jamais nulle part. Oui, voilà. Peut-être une intervention du CCS ou de le PCN-PH, oui. Pour ma part, en tout cas, je rejoins les propos de Leïla. Ça concerne les droits et la vie privée des adultes. Donc, à partir du moment où si l'adulte n'en parle pas de lui-même à son représentant légal, que ce soit de la tutelle, de l'habilitation familiale,
on ne va pas se permettre d'en parler, sauf s'il y a des interrogations, par exemple, lors d'habilité familiale, s'il y a des interrogations de la famille, on peut être amené à en parler et souvent à leur expliquer qu'effectivement, on a des ateliers qui sont mis en place pour les adultes, qui sont en recherche, en questionnement, que tout ça, c'est dans un but d'accompagnement à leurs droits, que ça reste de leur liberté. Souvent, les familles restent très compréhensives. On peut aussi être amené à en discuter avec les familles lors des projets d'accompagnement. Quand les parents sont tuteurs et qu'ils sont là pour le projet, il peut y avoir effectivement cet objectif de mis en place quand l'adulte est en recherche, qu'on le note dans son PPA. Sinon, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde de nous-mêmes avec les familles, comme ça reste de leurs droits et leur vie privée. C'est vraiment dès qu'il va y avoir une interrogation, si la famille en parle, si l'adulte décide d'en parler à la famille ou aux représentants légaux. Je propose. Je Oui, rejoindrai Maud, exactement rapidement. concernant ce qui a été dit, hein, ce sont des adultes, donc voilà, ils ont leur libre choix de l'exprimer ou pas, qu'ils soient sous tutelle ou curatelle. Juste dans le guide, on met quand même que, notamment à un moment donné, on parle de mariage et que voilà, quand on est sous curatelle, quand on est sous tutelle et qu'on veut se marier, il faut demander l'autorisation au juge. Mais tout ça, on l'a bien stipulé aussi dans le guide, hein, qui a été labellisé. Ah oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on a eu un label pour ce guide et qu'on trouve facilement sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Bien, je vois qu'il est 10h02, je vais être assez ferme là-dessus, donc il va être temps de clôturer ce webinaire flash. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Donc Leïla, Stéphane, Élise, Erwan, Jérémy, Maud et Anne d'avoir accepté de partager vos expériences, vos outils, tout ce qui a pu être mis en place sur cette question de l'amour et de la sexualité pour les personnes concernées. On n'a pas pu tout aborder. Je vois qu'il y a, je lis en même temps la conversation, il y a des demandes de partage d'outils, d'entrer en contact aussi. Donc ce que je propose, à la fois au même titre que cette vidéo, qui sera placée sur la plateforme de partage du GEPSO Dièse, donc y mettre les outils, donc comme le guide par exemple, et aussi transmettre vos coordonnées également. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci. S'il vous plaît, Merci. donc, Leïla, Élise et Maud, vous restez en ligne pour qu'on débriefe ensemble. Au revoir à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.